vous demander, un juge vous demandera, mais quelle preuve vous aviez que c'est lui le responsable de l'enfant, qu'il avait la capacité à signer. Quand le médecin l'a dit, parfois les grands-parents n'ont pas l'autorité parentale. Ils ne l'ont pas. Ceux qui exercent l'autorité parentale le fait, c'est le père et la mère. Parfois le père et la mère sont dans des pays étrangers. La grand-mère n'a que la garde de fait, la garde non officielle. Avoir la garde juridique de fait d'un enfant ne vous confère pas l'autorité parentale. Donc ça peut aussi être une parade. Oui, mais là nous sommes en droit moderne. Je donne un peu les techniques. Moi je vais dire à mon enfant, ma soeur, elle a l'autorité. Le docteur Emma, je voudrais réagir sur l'Institut médico-légal. C'est une bonne chose pour les morts inexpliqués, mais au lieu de dire également le poids de la tradition. Bantou, enfant décédé, mais nous, il ne peut pas dormir, il faut qu'on l'enterre en même temps. Vous ne l'avez pas amené en institut médico-légal. Et ça pose des problèmes. Ça pose vraiment des problèmes. Monsieur Zogué, puis on va conclure. Merci, professeur. Bon, je vais revenir principalement sur 2 points. Il y a bien plusieurs questions, on n'a pas pu retenir toutes les questions. Je vais revenir principalement sur la question d'abord des professeurs concernant la mise en œuvre de la pharmacopée, sinon de l'indigénat, des pratiques coutumières et autres. En ce moment, il y a déjà l'instauration du Conseil supérieur des praticiens gabonais qui sont maintenant en train de travailler sur des mécanismes de mise en œuvre de l'intégration des règles coutumières, également des règles de médecine traditionnelle dans la pratique. Là, nous sommes encore en train d'attendre. Mais pour le moment, c'est d'abord, on va dire, le droit moderne qui prend appui. C'est vrai, nos anciens textes, vous voyez au code de la déontologie médicale, c'est un code naturellement plagié à l'image de la France. Et il le dit clairement à son article 3 et 4 que les principes français s'appliquent au droit gabonais. Mais le droit français évolue. Et les questions que vous posez aujourd'hui sont des questions qui sont posées en France, relatives lorsque la dame dit qu'elle a fait droit médical. Oui, en Sénégal, le droit médical sénégalais est très avancé. Nous avons tenu compte des réalités sociologiques de leur pays, chose qui n'a pas été faite au Gabon. Le problème qu'il y a avec la mise en œuvre de nos textes, c'est que les réalités sociologiques sont en déphasage avec l'application de nos textes. La question que nous nous sommes posée en tant qu'enseignants-chercheurs, on s'est posé la question de savoir, lorsque vous dites la gratuité des soins pour des personnes vulnérables, mais est-ce que dans les faits, dans la pratique, cela est réalisable? Mais le vrai problème d'aujourd'hui du CHU mère et enfant, c'est le principe des fonds. Tant qu'il n'y a pas de financement, on ne peut pas garantir l'efficience des soins. Il faut d'abord le reconnaître. Tant qu'il n'y a pas de soins, les pouvoirs publics ne mettent pas convenablement des budgets à même de pouvoir assurer cette meilleure qualité de soins au Gabon. Regardez d'abord l'état de nos centres hospitaliers. C'est compliqué. La formation, le personnel également, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas de responsabilité, et ça, la dame l'a bien retenu. Tout le monde est responsable. Mais moi, je voulais centrer 2 responsables, 2 principaux responsables. Le médecin et l'enfant. Celui qui assure la tutelle de l'enfant, celui qui assure la garde de l'enfant. Voilà pourquoi je vous ai donné 2 articles qui vont vous permettre, qui permettent en même temps aux médecins, mais également aux enfants qui sont victimes, mais également aux associations, de protéger l'enfant. Chez nous, en droit, on appelle ça l'affection paternalis. C'est le droit qu'on a de pouvoir attaquer toute personne détenteur de l'autorité parentale qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Article 271 du Code pénal gabonais. Retenez-le. Et article 273 du Code de l'enfant. Ce sont des articles qui doivent accompagner non seulement les assistants sociaux, qui doivent naturellement être formés chaque année sur les droits des enfants. Mais il doit également avoir des programmes chaque année sur nos médias, Gabon 24, Gabon Premier, tous ces médias-là doivent sensibiliser. C'est ce que la loi dit, que le Code de l'enfant doit faire l'objet d'une promotion chaque année. Mais on ne le fait pas. Et voilà pourquoi j'ai pu surveiller sur le principe. Nul n'est censé ignorer la loi. On ignore nos droits. Nos propres enfants ne connaissent même pas les droits qui sont les leurs. Et ça cause fondamentalement un problème dans la sensibilisation et dans la prise en œuvre de ces actes. Comme solution, ce que je demande, c'est d'abord principalement que les associations, que les personnels de santé, que les représentants des affaires sociales travaillent de manière, on va dire, collégiale. C'est d'abord ça le problème, c'est que les acteurs eux-mêmes ne connaissent même pas d'abord les règles qui les encadrent, ne connaissent pas les procédures qu'ils doivent suivre et le plus souvent s'attaquent. C'est-à-dire que les médecins renvoient la part de responsabilité aux parents.
Les parents renvoient la part de responsabilité à l'État et l'État renvoie la part de responsabilité aux assistants sociaux. Mais chez les acteurs qu'elle demande, ces acteurs-là existent dans les textes. Mais l'effectivité de la loi n'est pas mise en œuvre. Voilà pourquoi ces programmes de formation, ces programmes de sensibilisation sur le droit de l'enfant sont mis en œuvre afin de rappeler à tout le monde leur part de responsabilité. Voilà en réalité ce que je peux dire sur les droits de l'enfant. Professeur Dantani, alors 30 secondes et puis on va prendre. Non, c'est à l'endroit de Madame la directrice générale. Non, Directrice, c'est pas besoin. c'est déjà beaucoup. Non, j'ai été interpellé par votre propos sur l'identité. On ne va pas discuter de ça, mais juste, je jette une bouteille à l'eau pour dire que l'identité est fondamentale pour tout être humain. Le droit à l'identité existe. Vous avez dit tout à l'heure que le papa, on laisse la case vide, on s'en fout. C'est très grave. Je caricature. On laisse la case vide. Je vais juste retenir ça. Mais un enfant a le droit d'avoir un père. Parce que ça permet de le construire. Je le dis comme ça, on ne va peut-être pas débattre ici. J'espère que le professeur Meillet et le professeur Lateko vont nous inviter la prochaine fois pour ça. Mais sincèrement, il faut tenir compte de ce besoin d'avoir un père et une mère. Quand on n'a pas de père, on souffre. On n'a pas de repère. Merci madame. On a besoin d'un père, on a besoin d'une mère. Même par de substitution. Je vous remercie. Ceci ne veut pas. Non, attendez, je veux Il le faut. juste professeur. C'est que lorsque, par exemple, je vous donne un exemple. Je mets le nom du grand-père. Je donne un exemple. Je mets le nom du père, de mon père, à la place du père de l'enfant. Mon père décède. Le vrai père, frappé maintenant d'un instinct de paternalité, parce qu'on veut compte qu'il est stérile, ou bien que sa femme ne fait pas d'enfant, il veut maintenant reconnaître l'enfant qu'il a abandonné à la naissance. Voudra revenir reconnaître cet enfant. Nous, les juristes, on ne pourra pas y accéder. Pourquoi? Parce que pour retirer le père, le nom du premier père qui était inscrit, il faut que ce dernier vienne lui-même en dénonciation de paternité, afin que le père vienne maintenant en reconnaissance de paternité. C'est pourquoi on laisse la case vide, pour faciliter. Pour que lorsque le père va revenir, va reprendre ses esprits, il pourra directement revenir et on remettra son nom. Mais quand on s'amuse avec le nom de X ou Y, les personnes qui peuvent disparaître, voyager, mourir et donner une fausse identité à un enfant, c'est pire de ne pas avoir d'identité, à mon sens. Parce que quand on met le nom de son propre père sur la naissance de son enfant, ça veut dire quoi? Qu'on a eu avec son père, que c'est un enfant incestueux, ou si on met le nom d'un frère ou d'un parfum inconnu, le nom a une spiritualité qui n'a rien à voir avec l'identité de l'enfant. Le nom vient, le code nous dit, le père ajoute son nom au nom que l'enfant a déjà. Ça veut dire que l'enfant a déjà son nom et le père ajoute son nom. Je vous donne un exemple, moi je m'appelle Gepiga, c'est mon nom. Et le nom de mon père, c'est mon nom de papa. Mais sinon, moi, mon nom, j'ai mon nom auquel s'ajoute le nom du père. Voilà ce que nos ancêtres, les premiers législateurs en 1960, ont établi. Donc moi, je suis contre l'ajout intempestif des noms qui n'ont rien à voir avec l'enfant, avec la paternité de l'enfant. Mieux vaut laisser la case vide pour que le vrai père puisse revenir mettre son nom. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, j'ai juste terminé. Une dame a reconnu son enfant, le père de la dame a reconnu l'enfant. Et aujourd'hui, le monsieur est décédé. Ça fait que l'enfant, son enfant, devient sa sœur aux yeux de la loi. Et lorsqu'on prend l'enfant à la succession, mais les mêmes enfants sont contestés parce qu'ils disent tu ne peux pas en même temps être ma sœur, donc tu es héritière, et ton enfant également vient être en même temps aussi héritière. Et ça fait un conflit. Aujourd'hui, les enfants contestent la paternité du père de l'enfant. Ça fait quoi? L'enfant se retrouve fustigé et ça crée un contentieux au sein de la cellule familiale. Et c'est sur le gros problème qu'il y a aujourd'hui au Gabon. Le nom cause fondamentalement un problème. Allez-y lire la 93 du Code civil gabonais.
l'enfant a pour nom son nom suivi du nom de son père. Donc ceux qui ont le nom de leur nom suivi du nom de leur mère là, ne sont pas conformes à la loi. Les nouvelles dispositions. S'il vous plaît, on va conclure. S'il vous plaît. Bon, nous avons eu l'occasion de faire cette première journée sur les droits de l'enfant en milieu hospitalier avec un programme extrêmement intéressant, à en croire même l'enthousiasme des gens qu'il y a dans cette salle et les échanges qu'il y a eu. Je voudrais vraiment remercier les présentateurs, les conférenciers, pour avoir focalisé réellement le problème sur le bien-être et la protection de l'enfant en milieu hospitalier. À travers les communications, on a compris que les sévices, les viols, l'abandon, il y a autant de situations qui sont réelles dans notre pays. Et pour s'y faire, il faut que nous ayons des solutions, mettre au centre de tout cela le travail important des affaires sociales qui sont le relais avec les juristes et qu'il y a des tests qui sont là pour nous protéger, des tests qui sont là également pour décharger un peu l'hospitalier parce que l'hospitalier a l'air de tout prendre puisqu'on lui fait des décrets de gratuité sans désigner forcément le payeur. Et donc on a élaboré toutes ces conditions-là. On a vu le rôle important que jouent les ONG comme relais également de l'État pour continuer la protection de ces enfants. Mais il reste qu'il faut vraiment continuer à vulgariser ces états de fait, continuer à faire de la formation, continuer à sensibiliser sur ces différents problèmes et que les personnels de santé aussi s'approprient les différents codes de déontologie et même le code de l'enfant qui est très important pour sa protection et optimiser, hein, si vous voulez, le travail des affaires sociales. Tous ces débats-là, nous, on n'a pas eu toutes les réponses, mais on a quand même permis de mettre à niveau un certain nombre de situations qui nous permettront demain, peut-être dans la deuxième édition, si Dieu le veut, de le faire un peu mieux que ça encore, avec plus d'horizons et peut-être prendre toute la journée, parce que je sens que vous avez eu besoin de prendre. Je vais laisser le directeur général dire le mot de fin, mais avant, je voudrais que vous applaudissiez deux personnes, le docteur Eyi et le docteur Adégué. Levez-vous pour